Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion de Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. On peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour une deuxième fois cette semaine après la très très belle émission de lundi avec la fondeuse Roxane Lacroix. Alors ce soir on va changer littéralement de discipline, on va revenir à l'intérieur en sport de salle. Ça fait longtemps qu'on voulait faire une émission sur cette discipline, à savoir le volleyball. Et j'avais prévu de faire une émission avec Clément Sattler, un jeune entraîneur qui a signé à Reims à 22-23 ans pour entraîner une équipe professionnelle. J'avais vu dans le progrès et il n'était pas jurassien, donc Clément m'a dit j'ai un invité pour toi, il s'appelle Timoteo Giraud, c'est un joueur en devenir, donc je me suis dit c'était l'occasion de le mettre en avant, son projet et de mettre en avant la discipline. Donc il nous a rejoint, je vais attaquer l'interview. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, c'est le but du média. Et puis c'est parti. Bonsoir Timoteo. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour évoquer le volleyball, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais évoqué sur le média. C'est une première ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots, Timoteo, ton âge, la taille, parce que c'est important pour un volleyeur, un petit peu ton parcours professionnel, sportif, un petit peu dans son ensemble. Alors, bonjour, moi je m'appelle Timoteo Giraud, j'ai 18 ans, je Mhm. mesure 1m75, donc comme il vient de l'expliquer, je suis dans le milieu du volleyball en tant que joueur et entraîneur, donc en tant qu'entraîneur en devenir et joueur amateur. Actuellement, je suis en première année de STAPS à Besançon et j'espère devenir entraîneur professionnel plus tard. Le diplôme d'entraîneur se fait c'est un brevet d'État. C'est quoi le type de diplôme que tu passes? Bah là, je passe une licence STAPS, donc en 3 ans. Ouais. Et après, je vais essayer de passer en parallèle des diplômes fédéraux qui vont me donner des équivalents avec exactement des diplômes d'État, etc. Qui vont me permettre ensuite d'officier et de travailler en tant qu'entraîneur. Alors là, tu officies du coup aujourd'hui sur le club de Saint-Vith, c'est ça? Tu Ouais, commences ou exactement. quelles ont été du coup tes premières sensations? Parce que c'est pas simple comme ça d'être entraîneur à 18 ans. Comment ça s'est passé? Bah, effectivement, c'est pas facile tout de suite, mais j'avais déjà aidé un petit peu à entraîner dans mon ancien club à Salins-les-Bains et un petit peu maintenant à Saint-Vith, donc j'avais une mini expérience en tant qu'entraîneur, on va dire. Hmm. Et Clément Sattler, que voilà, enfin, est toujours un bon joueur et un très bon coach et m'a bien suivi et m'a bien aidé actuellement pour que je continue d'apprendre en tant qu'entraîneur et que je sois bien formé. Donc Ouais, parce que actuellement, ouais. tu l'as dit, Timothéo, on n'a pas forcément. Tu parlais de Salins. Tu es originaire de Salins ou de quel village alors du coup? Je suis originaire, exactement de Salins-les-Bains. Ok. Et on parle de volley, mais est-ce que tu as déjà fait d'autres disciplines avant? Tu as commencé à quel âge du coup le volley? Moi, j'ai commencé le volley très tôt. J'ai commencé à 3 ans. Ah Bon, ouais. on se rapproche plus de garderie que de volley à cet âge-là, mais voilà. Donc j'ai commencé à 3 ans et depuis, j'ai jamais arrêté.
j'ai fait en parallèle, en même temps que le volley, de ma quatrième à ma première, du badminton à Salins en même temps. Alors, ce sont deux sports où il y a un filet. Alors, un qui est plus grand que l'autre, hein, plus haut, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le volley? Qu'est-ce qui t'a plu d'entrée de jeu? Alors, à 3 ans, comme tu le disais, c'est la garderie, mais au fil des années, on grandit. C'est quoi qui t'a plu dans ce sport? Bah, déjà, j'ai commencé tout petit le volley parce que j'ai été plongé dedans dès que je suis né. Mon papa et toute ma famille est dans le milieu du volley depuis bien longtemps. Hmm. Et donc j'ai été bercé dès mon plus jeune âge dans le volley. C'est comme ça que j'ai commencé. Et depuis, je me suis fait beaucoup d'amis, que ce soit dans le club de Salins, maintenant à Saint-Vite, et même dans des clubs où j'ai jamais joué, avec des adversaires que je rencontrais régulièrement, qui sont devenus des bons amis. Et cet aspect de compétition et de coopération qui m'a attiré. Alors derrière toi, on voit un poster hein, d'ailleurs de volleyball avec, si je me trompe pas, Erwin Ngapet, Exactement. le numéro 9, là, un petit peu la star du volleyball français. On voit derrière aussi, enfin, à côté de lui, un autre tricolore qui est au smash, alors qui est contré. Hein, d'ailleurs, si tu peux nous rappeler la hauteur du filet, c'est intéressant de savoir. Alors pour les filles en senior, en adulte, c'est 2,24 m et pour les garçons, c'est 2,43 m. Moi, ça m'impressionne. Alors, enfin, 2,43 m, ça fait, allez, pour un humain, enfin, un homme, ça fait 60 centimètres de détente. Il faut les avoir, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Et c'est aussi un des problèmes du volleyball, c'est que pour jouer à haut niveau, c'est un petit peu comme par exemple, on peut le dire pour le basket, Oui. c'est qu'il faut être grand parce que les plus petits joueurs, notamment Benjamin Tonuti, qui est le passeur de l'équipe de France, mesure quand même 1,85 m et c'est un des plus petits joueurs au niveau international. 1,85 m, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire cette taille et on les appelle pas des petits pour autant. C'est vrai on va revenir sur un petit peu ça se passe le volley parce on en fait souvent au collège, mais bon, ça tourne un peu sur les poches, choses comme ça. Mais en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu pour faire un petit point sur le volley dans le Jura, hein, parce que c'est Sport 39, donc c'est le sport jurassien, le volley dans le Jura. Il n'y a que 4 clubs. Alors, j'ai vu Salins, Tavaux, Lons et la MJC Dole. Tu parlais de ton Ouais. club de Salins, ton club formateur. J'étais un peu surpris par le faible nombre de clubs et puis le nombre de licenciés. Alors, avant Covid, 180 licenciés à peu près compétiteurs. Ça fait peu. Comment tu expliques un petit peu ça, le fait que le volley a du mal à prendre dans le Jura? Alors déjà, ces 4 clubs, c'est les clubs affiliés à la fédération. Ok. Donc, faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a Morée, Orgelet, Saint-Claude, où il y a des clubs qui sont dits donc UFOLEP, championnat UFOLEP. Donc, c'est des championnats loisirs, voilà, où les gens viennent juste pour s'entraîner un petit peu, pour voir du monde et puis faire quelques matchs de temps en temps, Hmm. mais en général sans entraîneur, sans véritable entraîneur au sein du club et sans salarié. Et ce championnat UFOLEP était présent quasiment avant la fédération. Donc en fait, dans le Jura, les clubs ont commencé à jouer en UFOLEP et les gens ont commencé à jouer en UFOLEP en championnat loisir avant de pouvoir intégrer la fédération. Donc c'est aussi voilà à cause de ça. Et niveau des jeunes, c'est parce que on a assez peu d'interventions, par exemple dans les écoles, par par des salariés. On Ouais. a vu notamment, enfin j'ai pu voir notamment il y a 2 ans maintenant à Salins, dans le club de Salins, il y avait 3 enfants dans la catégorie moins de 11 ans, dont ma petite sœur. Hmm. Donc pareil, elle est baignée dans le volley, donc c'était normal qu'elle y soit. Et on a eu une intervention d'un salarié de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté dans les écoles aux alentours de Salins-les-Bains. Et les 2 semaines suivantes, on est passé de 3 à 10 enfants Ah ouais. sur le créneau. Ouais, donc en fait, mais ce que je comprends pas, c'est que quand même, ce que je disais tout à l'heure, le volley, on le pratique quand même pas mal au collège. Ouais, Euh,
Pourquoi du coup? Alors oui, c'est un sport qui est apprécié, hein, comme le tennis de table que je pratique aussi à côté, qui est aussi pratiqué au collège, au lycée. Euh, Qu'est-ce qui fait que on aime le pratiquer? Alors, que ce soit en loisir aussi l'été, le beach volley, choses comme ça, mais que en salle à l'intérieur, on se dit bon bah ouais, c'est quoi selon toi les freins? C'est d'après moi en tout cas, c'est Hum, que on prend beaucoup de plaisir juste pour s'amuser ouais, tranquillement, par exemple comme on le dit sur la plage. Et au collège et au lycée par exemple, c'est souvent les profs qui adaptent la pratique pour que ce soit facile, qu'on comprenne un petit peu les règles, parce que mine de rien, les règles elles sont pas évidentes à comprendre. Et voilà, le jeu est souvent adapté. Ce qu'on retrouve souvent aussi, maintenant plus chez les adultes, mais chez les personnes qui commencent qui ont 30, 40 ans, qui ont fait du volley il y a quelques années, ont eu mal à cause des ballons. Maintenant, les ballons sont plus adaptés et ne font pas mal au bras. hum. Et voilà, je pense que la plupart des gens, on joue en beach volley ou voilà, au collège et au lycée pour s'amuser, mais ont pas forcément envie de se lancer en club dans une expérience plus compétitive et plus sérieuse. D'ailleurs, hein, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Je vois beaucoup de personnes de ta famille qui sont présentes aussi, Elliot notamment, Léna. Mais alors, on parle de se lancer. J'ai lu dans un article de l'Est républicain, on te définissait comme un réceptionneur attaquant. Tu parlais de Exactement. passeur tout à l'heure. C'est quoi un petit peu les différents postes dans le volet? Alors, on va commencer par les plus petits quasiment. On va faire le passeur. Donc, le passeur, c'est Il un est au des milieu joueurs les celui-là, plus hein. petits. Pardon? Il est au milieu celui-là, non? C'est ça? Il est un petit peu sur le côté. Ok. Au niveau du filet, quand on regarde le terrain de derrière, il est du côté droit. Voilà, donc c'est lui qui va toucher en général le deuxième contact et qui va distribuer la balle pour les attaquants. Donc voilà, c'est un des plus petits joueurs et qui a une grosse importance tactique et qui touche beaucoup de ballons. Ensuite, on a au niveau de la taille le libéro qui a été inventé, je suppose, dans les années 90 à peu près pour remplacer les joueurs les plus grands sur le passage à l'arrière. Donc parce qu'il faut savoir que ça se joue à 6 contre 6 et qu'il y a Mhm. trois joueurs à l'avant, trois joueurs à l'arrière. Sur le passage à l'arrière, il y a un libéro, donc c'est le joueur qui a un maillot de couleurs Oui. différentes. Et voilà, c'est souvent un spécialiste de la défense, qui est souvent pas très grand non plus. Ensuite, on a donc mon poste, les réceptionneurs attaquants, au nombre de deux. Des joueurs assez polyvalents qui doivent réceptionner, défendre, contrer, attaquer, qui doivent un peu savoir tout faire. Et au niveau national ou international, on commence à atteindre des tailles de minimum 1,90 m qui atteignent jusqu'à 2 m 5. Ensuite, Alors, on a le pointu. Ouais. mhm. Non, non, parce que Ouais, je pensais moi à Kevin Leroux. Lui, c'est quoi son poste alors le joueur d'équipe de France? c'est le poste du central. Donc là, pareil, ils sont deux. C'est le poste qui attaque en plein milieu du terrain, juste tout près du passeur sur un temps très très rapide. Et c'est souvent voilà les joueurs les plus grands. C'est ceux-là qui se font remplacer à l'arrière que par le libéro parce que ils ont un peu plus de mal à se baisser plus vite Mhm. parce qu'ils sont plus grands. Voilà, donc en général les centraux mesurent pas moins de 2 mètres. Il y a très peu de centraux qui sont en dessous de 2 mètres. Et donc voilà, ils doivent couvrir une grosse zone au niveau du filet, autant en contre qu'à l'attaque. Et après, il y a un dernier poste, donc le poste du pointu, qui est en gros le gros attaquant de l'équipe, qui pareil avoisine en général les 2 mètres et qui joue du même côté que le passeur, donc sur le côté droit quand on regarde le terrain de derrière, et qui est l'attaquant à qui on donne le ballon en général quand l'équipe est un petit peu en difficulté. D'accord. Ah ouais, ça, je pensais pas que ça serait autant technique, autant détaillé parce que nous, c'est vrai qu'au collège, on jouait, bon, bah, on tourne, machin. Oui, C'est vrai voilà, que chacun a son poste et il y reste, quoi. Il n'y a pas de turnover, quoi. c'est ça exactement. Mhm. Chacun prend le poste sur la zone à laquelle il arrive. Si on arrive au filet, on joue à la passe. Quand on repasse sur le côté, on prend le poste de réceptionneur attaquant, etc. Et donc au volet, il y a des postes définis. Même quand on tourne et que au début du point, par exemple, on commence à la place du passeur, à partir du moment où le point est commencé, on peut se déplacer comme on veut et le passeur va venir prendre sa place et on va aller prendre la nôtre. D'accord.
Alors, tu évolues cette année, du coup, enfin, depuis l'an dernier, du côté de Saint-Vith en National 3. Moi, j'avais Exactement. assisté à un match de Lons il y a 2 ans en pré-national. C'est le premier niveau quand on commence. C'est ça. National 3. Il y avait des ambitions d'ailleurs de monter en National 2, ce qu'avait annoncé le coach à l'époque Clément. Donc, j'imagine que ça a été un petit peu contrecarré avec le Covid. Vous repartez du coup à la rentrée avec les mêmes ambitions. C'est quoi alors un petit peu l'état d'esprit? Bah alors déjà pour cette saison exactement on a eu quelques problèmes bah, comme tout le monde à cause du Covid. On a pu jouer que 3 matchs en début de saison. Mhm. Donc voilà, c'est un peu frustrant quand même de pas pouvoir s'entraîner, de pas pouvoir jouer et d'avoir fait quand même une préparation avant, etc. Bon, on se dit que c'est pas grave. De toute façon, tout le monde vit la même chose. Puis on va essayer Ouais. de repartir pour une saison pareille. Donc pour le moment, le club va chercher un nouvel entraîneur parce que, comme tu l'as dit, Clément part entraîner au niveau de la Nationale 1 à Reims. Donc actuellement, il n'y a plus d'entraîneur pour l'équipe de la Nationale 3 et on va essayer de relancer ça. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. J'espère qu'ils vont recevoir des CV dans les semaines à venir. Je ne sais pas si le marché des entraîneurs de volley est assez pléthore, entre guillemets, parce que je sais que dans le ping-pong, il y a beaucoup plus d'entraîneurs que de postes. Il y a pas de difficulté à avoir des demandes, mais je ne sais pas si le volley, comment ça se passe. Ça va. En général, il y a quand même assez d'entraîneurs pour les postes. Normalement, ça va. On va faire. Enfin, le club va rechercher un petit peu, mais ça devrait pas poser trop de soucis normalement. Alors, du coup, moi, je me posais la question, Timothéo, je me dis, tu parlais des postes, des différents profils. Donc, du coup, les qualités sont différentes en fonction du poste. C'est quoi les qualités requises? Alors, on va peut-être pas faire tous les postes, mais peut-être ton poste à toi, ou peut-être un poste enfin, de pivot. C'est quoi les qualités? Bah, déjà, faut aimer la compétition en général. Bah, après, on n'est pas obligé. On peut faire du loisir, mais et puis voilà, c'est pas ni grand ni rien, hein, mais voilà. Moi, comme je joue, en National 3, faut aimer la compétition, faut aimer l'esprit d'équipe, et puis en tant que joueur, en tant que réceptionneur attaquant, faut être très polyvalent, faut savoir un peu tout faire et pouvoir voilà tenir un peu chaque rôle dans l'équipe sans prendre la place des autres, sans utiliser le poste des autres ni rien, mais voilà, il faut être assez complet et savoir un peu tout faire. Et c'est vrai que on voit par rapport aux profils différents, choses comme ça. Est-ce qu'il faut aussi, c'est tout bête ce que je vais dire, mais faut pas avoir peur du ballon aussi. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Parce que Le, on se dit souvent, quand on prend le ballon en pleine tête, ou même dans les autres sports de ballon, hein, sur le foot ou enfin, choses comme ça, on a quand même des risques de oui. prendre le ballon. Et en plus, ça doit arriver vite. Ouais, Toi, tu as eu des Dans, expériences là-dessus? ouais, exactement. Bah déjà, dans tous les sports de ballon, avec les débutants, on voit souvent ça, la peur du ballon, la peur d'avoir un petit peu mal. Donc moi, actuellement, là, je porte des lentilles parce que moi aussi, normalement, je porte des lunettes. Ah, Et justement, j'ai commencé à porter des lentilles à cause du volley parce que lors d'un match, j'ai pris un ballon dans la figure et les lunettes ont cassé au niveau du nez. Donc j'ai dû finir avec les lunettes un petit peu rafistolées comme on pouvait. hmm. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je mette des lentilles parce que même quand on sait jouer au volley et que on a l'habitude, des fois on n'a pas des assez bons réflexes et puis ça arrive de prendre une balle dans la tête. Après, ça fait pas forcément mal, ça dépend qui attaque en face, comment il attaque, etc. Mais voilà. Ça va vite, hein. Moi, même en National 3, enfin en pré-national, je voyais que ça va super vite. Alors j'imagine qu'on voit la télé sur l'équipe de France, qui est souvent hein, médiatisée, tant mieux d'ailleurs. Exactement. On se rend pas compte hein, de la vitesse derrière l'écran. Peut-être que toi, tu as dû assister à des matchs en vrai ou des matchs pro. Ça part à combien du coup les attaques? Ah, ça part vite, hein. Moi, j'ai déjà effectivement assisté à des matchs de l'équipe de France ou des Hmm. matchs pro. Déjà en National 3, quand on est sur le terrain, certains ballons viennent vite et, euh, et on a du mal à se représenter la vitesse. Justement, Wilfredo León, un des meilleurs joueurs du monde, un Cubain qui a été naturalisé polonais il y a peu,
a battu le record du monde de vitesse au service il y a moins d'une semaine. Un service qui est parti à 135 km/h. Ouais. Donc, ouais, quand on est en face, ça vient très très vite. J'ai jamais Ouais, eu à faire, mais ça doit venir très très vite. le temps de réaction doit être assez infime, même pas un dixième de seconde, deux dixièmes, j'en sais rien pour réagir, Ouais, parce que ça doit. faut avoir de très bons réflexes. Ouais, ouais, ouais. T'as, t'as bien fait d'ailleurs de parler des services, parce que c'est vrai que c'était pas forcément prévu, mais c'est intéressant de voir un petit peu les différents types de services. On voit en fonction du type de joueur aussi, les gens ils servent différemment. Alors moi j'ai le souvenir du service un petit peu en cloche avec les 30 kilos de tension au niveau de la main pour bien l'envoyer. Voilà, c'était l'ancien prof de sport du collège qui nous disait qu'il fallait vraiment être gainé, enfin pas être tendu au niveau de la main pour être solide. Il y a les services smatchés. C'est quoi les différents types de services du coup? Bah alors déjà pour les plus jeunes ou les débutants, on a le service cuillère ou par en C'est dessous. ça. Donc on va taper voilà le ballon par en dessous avec le point fermé normalement et voilà en donnant au ballon une trajectoire en cloche. Sinon on a le service tennis. Donc on lance le ballon au-dessus de sa tête et on tape le ballon au-dessus de sa tête pour qu'il parte en face. Après, à plus haut niveau, on a souvent des services sautés. Donc, soit on lance le ballon et en sautant, on essaie de le frapper pour qu'il tourne le moins possible, pour donner, pour que, on appelle ça un service flottant, pour que le ballon flotte. Et ça, quand on est en réception, ça se décale pas beaucoup, mais le principe de ce service-là, c'est que quand il arrive sur le réceptionneur, il se décale un petit peu de droite à gauche Ah ouais. en continu. Pas de beaucoup, mais s'il est bien fait, c'est très compliqué à réceptionner. Après, il vient pas forcément très très vite. Et donc, les services les plus spectaculaires qu'on voit souvent qu'on voit le plus souvent, c'est les services matchés. Donc, en Mhm. tapant très très fort, en faisant tourner le ballon. Et donc, c'est ces services-là qui sont les plus utilisés au niveau international, on va dire. On peut mettre des effets alors du coup sur le ballon un Ouais. petit peu. Ouais. Ouais, un petit peu. En général, on n'utilise pas d'effet en tapant sur le côté, Mhm. un petit peu en beach, en extérieur, voilà, l'été quand on veut s'amuser, mais sinon, voilà, on peut essayer de faire tourner le ballon à l'attaque et au service notamment pour faire accélérer le ballon, pour le faire descendre, voilà, pour différentes raisons. Alors on parlait ce sera la dernière question sur l'aspect on va dire jeu. Euh, Qu'est-ce que tu as amélioré dans ton jeu toi? Moi, bah, je dirais la réception. Ouais. J'ai, voilà. Après, enfin, par rapport à ma taille, je me débrouille pas si mal à l'attaque parce que en National 3, les joueurs à mon poste sont souvent plus grands que moi, très très souvent plus grands que moi. Pour autant, j'arrive à peu près à me débrouiller. Mais je trouve, en tout cas personnellement, qu'en réception, j'ai encore des progrès à faire. Alors justement sur ces progrès pour peut-être viser plus haut, même si tu as un double projet maintenant. Euh, Comment il s'appelle? Clément m'a parlé un petit peu, m'a vendu, t'as très bien vendu en disant que tu avais intégré les sélections jeunes régionales. Donc, bah, qui dit sélection jeune régionale dit espoir, dit potentiel. Est-ce que tu as déjà un palmarès déjà jeune? Est-ce que tu as, potentiellement la possibilité de monter plus haut encore? Bah, on verra en fonction de ce que je vais faire dans l'avenir. C'est-à-dire que si mon projet d'entraîneur part bien, je continuerai de jouer sûrement, mais à un niveau un peu plus faible, pré-national ou peut-être national 3. Mais j'essaierai pas de monter plus haut parce que ce sera sûrement pas compatible. Après, voilà, si je veux vraiment me lancer et vraiment jouer, de toute façon, moi, à cause de ma taille et tout ça, et de plein de paramètres, je peux pas devenir joueur professionnel, ça c'est sûr et certain. Donc, je peux essayer de monter un petit peu en niveau, même si j'ai encore du travail à faire. Mais, euh, mais voilà, je pourrais pas vivre du volley, enfin, en tout cas en tant que joueur. Il y avait un joueur d'ailleurs, alors je sais plus du coup j'ai oublié le poste, mais qui avait le maillot différent en équipe de France, un Le espèce de libéraux, russe, le libéraux russe un peu qui était français là. Euh, exactement. je sais plus son Genia nom. Grebennikov. Voilà. Grebennikov, il s'appelle. Lui il semble petit, non? Bah, il semble petit, mais il est un petit peu plus grand que le passeur, Benjamin Tonuiti. Ouais.
Donc pareil, il avoisine à peu près les 1,85 m. Il est peut-être un peu plus grand, je sais plus exactement, j'ai plus exactement le chiffre exact en tête, mais voilà, on est nombreux à vouloir cette taille quand même. C'est énorme parce que ça fait la même impression qu'au basket avec Tony Parker, qui est assez grand Exactement. quand même et qui est avec les monstres à côté fait tout petit, alors qu'en réalité C'est ça. il est quand même d'une taille quand même assez conséquente. Voilà. Ouais. Euh, ouais, vas-y. Comme tu citais tout à l'heure, par exemple, le joueur de Kevin Leroux que tu citais tout à Mhm. l'heure, le central, qui lui mesure 2,7 m, il me semble. Donc effectivement, à côté, il paraît tout petit, mais quand on les croise en vrai, on voit les vraies tailles. Est-ce que c'est des brutes ces gens-là? Il Non, faut être un peu non, non, brut, non, non, non? Non, ça va? non, non, ils sont très gentils. Bon, je sais pas, ça fait un peu les grands gaillards comme ça qui frappent dans la balle comme ça, comme des bœufs. On se dit tiens, j'espère qu'ils sont pas Non, comme mais ça. Non. il y a beaucoup de réflexion derrière le jeu, il y a beaucoup de stratégie, et puis voilà, quand on voit on retient souvent les attaques parce que c'est spectaculaire, mais au final, la réception, la passe, faut aussi de la douceur. Ouais, puis j'imagine en termes de stratégie, le nombre de combinaisons, je sais pas, il y a une vingtaine, une trentaine de combinaisons qu'on peut mettre en place. Ouais, je les connais pas toutes, hein. Il peut y en avoir, je dirais pas à l'infini, mais il peut y en avoir un sacré nombre, ouais. Ouais. Et justement sur ça, ça fait partie un petit peu. On va arriver sur le dernier volet de l'aspect de l'entraîneur. C'est des combinaisons qui l'inventent. Comment ça se passe les combinaisons, alors, l'entraîneur, comment il met ça en place? Bah, au volet, les combinaisons les vraies combinaisons d'attaque sont assez peu utilisées. C'est-à-dire changer par exemple les postes des attaquants. C'est-à-dire que normalement le réceptionneur attaquant attaque du côté gauche du filet, ce qu'on appelle le poste 4. Et par exemple, on peut le faire venir devant le passeur, etc. Enfin voilà, intervertir les postes des attaquants pour déstabiliser l'équipe adverse. Ça, c'est assez peu utilisé, ça arrive. Mais ce qu'on essaye souvent de varier, c'est les tempos d'attaque. Donc faire venir un attaquant plus vite qu'un autre, etc. Ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Et il y a aussi les feintes, le fait de faire semblant d'attaquer pour que ce soit l'autre sauteur derrière qui. En fait, du coup, ça Ouais, emmène du coup le bloc de défense exactement. pour. C'est ça, hein. Ça, Ça, c'est une attaque qu'on voit souvent, qui est assez magique quand on la voit de face. On voit un attaquant qui est en train de redescendre et un attaquant qui est en train de surgir derrière alors que le bloc adverse redescend et qu'il n'y a plus personne. Ouais. C'est une attaque en fait aux 3 mètres. Donc ça, c'est une attaque d'un des joueurs arrière. Quand on est joueur arrière, on n'a pas le droit de prendre son élan d'attaque Ah oui, oui. depuis la zone des 3 mètres par rapport au filet. Donc il faut sauter derrière la ligne. Et voilà, on voit souvent ça. Alors tu parlais de ta formation d'entraîneur hein, qui est dispensée du coup par Clément qui t'aide, c'est ça, qui te Ouais, chapeaute un peu là-dessus. exactement. C'est quoi alors les contours de cette formation, si tu peux nous en dire un petit peu plus, et puis quelles sont en plus les facultés, les compétences pour être un bon entraîneur? Parce que lui, à 22 ans, il va entraîner une équipe de National 1, troisième division. C'est beau quoi, se dire à 22 ans de pouvoir faire ça. Ouais. Alors Clément, déjà c'était déjà un très bon joueur. Il a presque été joueur pro, Mm. c'est-à-dire qu'il est allé en pôle de formation à Strasbourg et que il a atteint un très très bon niveau, meilleur que le mien actuellement de loin. Et finalement, il est un petit peu plus grand que moi, mais ils lui ont dit qu'il serait trop petit pour devenir joueur professionnel. Et lui, il savait qu'il voulait faire enfin, il voulait faire sa vie dans le volley. Donc, il a complètement arrêté le projet de joueur et il s'est consacré à l'entraînement. Voilà, donc maintenant, c'est lui qui m'aide un petit peu. Moi, je suis ma formation en STAPS à Besançon. Je fais le maximum de formation de la fédération. Et sur cette fin de saison, voilà, j'entraîne un petit peu pendant les créneaux des jeunes du club et il me fait des retours au maximum sur mes séances, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que je puisse prendre, on espère, la relève l'an prochain. Ouais. Et, euh, et alors, c'est quoi alors du coup, c'est les qualités requises? Il faut d'abord, je pense, bah, parce qu'on peut être bon entraîneur en ayant été entre guillemets un joueur moyen. Oui, oui. Alors, Euh, la qualité principale d'un entraîneur, après ça, je pense que c'est dans tous les sports,
c'est l'adaptation. Savoir s'adapter à toutes les situations, notamment dans le milieu, comment dire, amateur, parce Mhm. que on ne sait jamais combien va y avoir de joueurs à l'entraînement. On peut avoir une estimation, mais s'il y a quelqu'un qui vient pas au dernier moment ou quelqu'un qui vient et qui n'était pas prévu, il faut savoir adapter l'exercice pour qu'il fonctionne avec un joueur en plus, un joueur en moins, etc. Et c'est pareil dans des matchs, il faut savoir s'adapter à la situation. Donc le maître mot du métier d'entraîneur, c'est l'adaptation. D'accord, ouais, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment ça que j'aurais pensé de base. Et, euh, et alors du coup, avec ta formation d'entraîneur à la rentrée, donc tu disais tu vas essayer d'entraîner, enfin de faire un peu ta place à Saint-Vite sur ça, mais t'as d'autres parce que ce diplôme il est obtenu en 2 ans, en combien de En temps? 3 ans. En En trois trois ans. ans. Et Donc du coup, là, il me reste encore 2 ans de formation. ouais. Et donc, à l'issue, tu peux entraîner tout type de structure, enfin, tout type de niveau. C'est quoi un petit peu tes ambitions là-dessus? Voilà, je peux pas entraîner à tout type de niveau dès la fin de ma licence. Mhm. Faudra que je passe des diplômes d'État et des diplômes fédéraux notamment. Et par contre, je peux être salarié dans le club. Voilà, donc là, pendant encore les 2 ans qui vont suivre, le projet, c'est que je commence à entraîner dans le club, que j'ai le maximum d'expérience et que j'apprenne au maximum. Mhm. Et que peut-être on verra en fonction de différents paramètres à la fin de ma licence, je prenne une place de salarié au sein du club et que je sois payé pour entraîner à Saint-Vith. Bon, bah, très bien. On n'a pas dit, juste pour terminer, Timothée, le nombre de licenciés à Saint-Vith, parce que j'avais pas forcément les chiffres, mais c'est intéressant. C'est un gros club. Ouais, niveau du volley, c'est plutôt un gros club. C'est plus gros que que chaque club du Jura. On Mhm. est, je sais plus exactement, entre 100 et 200 licenciés. C'est pas mal, hein. Mais c'est quand même un bon club pour le volley, mais voilà, quand on peut comparer à d'autres sports, c'est pas si énorme. Oui, oui, mais après, on peut comparer avec, oui, c'est sûr, avec le foot, le basket. C'est sûr que, oui, c'est un peu. C'est pas comparable entre guillemets. En tout cas, Non, exactement. merci à toi, Timothéo, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous Merci. tous d'avoir suivi l'échange. Il sera à retrouver d'ailleurs dès demain sur la chaîne YouTube du média. Tu pourras le partager du coup pour celles et ceux qui étaient pas présents ce soir. Oui, alors juste une dernière question de JM25000, Jean-Michel ou je sais pas Jean-Marc, je sais pas son prénom. Un poste d'agent de développement au comité départemental du Jura, peut-être. Je pense que cette fonction est déjà occupée à l'heure actuelle. Non, Ah non? justement, Voilà. dans le Jura, il n'y avait pas de salariés pour le poste du Jura, mais justement, ils viennent de lancer les candidatures il y a quelques jours. Enfin, ils sont en train de lancer le projet, peut-être pas les candidatures. Ils sont en Mhm. train de lancer le projet pour faire des démarches pour avoir un salarié dans le Jura qui puisse intervenir dans les écoles, qui puisse aller aider dans les différents clubs. Et, euh, et voilà. Et comme ça, tu pourras aller, du coup, aller pour faire découvrir le volleyball à des jeunes enfants de 3 ans pour boucler la boucle, comme on dit. Voilà. Exactement. Voilà. En tout cas, merci à toi, merci à vous d'avoir Merci. suivi ce petit live. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, je vous donne rendez-vous dès lundi hein, pour une nouvelle émission. On va parler triathlon cette fois-ci avec le triathlon de Chalin qui arrive à grands pas. Merci encore à toi et puis bah, bonne soirée. Merci. À Bonne bientôt, soirée. ciao.